Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vous présente le dernier pack du cycle 9 du Seigneur des Anneaux. Donc, il faut savoir que dans l'état actuel du jeu, FFG a annoncé que ça allait être le dernier pack qui est écrit ou qui est en cours de production en français. Donc, c'est peut-être le dernier pack du jeu pour nous. On ne savait pas exactement quelle suite allait prendre le jeu, et là sur le site américain de FFG, il y a déjà une extension qui a été proposée qui ressemblerait plus aux extensions type Marvel Champion, vous savez là les nouveaux méchants. Donc c'est des packs où il y a tout un tas de scénarios dedans. Il y aura certainement, je pense, des packs qui seront déjà vendus avec des decks préconstruits dedans, exactement avec le modèle des decks héros pour Marvel Champion. Je pense que c'est ça la suite logique du jeu, puisque en l'état, la collection du Seigneur des Anneaux est beaucoup trop grande pour que quelqu'un puisse commencer le jeu. Ça représente des milliers d'euros, peut-être pas des milliers d'euros, mais au moins plus de 1000 euros de devoir acheter toute la collection neuf. Donc c'est impossible. Toujours est-il que ce pack c'est le dernier, c'est-à-dire que c'est la fin de toute notre collection actuelle. La prochaine fois qu'il y aura du contenu, ça se trouve ça va être dans 5 ou 6 mois. Donc c'est à la fois intéressant parce que maintenant on va pouvoir envisager le jeu dans sa globalité, se dire ça y est, maintenant j'ai toutes les cartes, je sais ce que je peux faire. Et à la fois c'est très décevant, c'est un petit peu mon grand problème de ces 2 derniers mois, c'est que les cartes ont été spoilées il y a très longtemps, je connaissais le contenu bien avant la sortie des Terres d'élémentation. Et que le contenu pour moi n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre des dernières cartes du jeu. En termes de cartes joueurs, je veux dire, en termes de cartes rencontres, je sais pas, le dernier scénario, les Terres d'élémentation, était difficulté 9, c'était vraiment très dur, ce qui fait qu'on ne peut plus du tout le passer avec des decks qui sont un petit peu moelleux. Là maintenant il faut faire des gros decks, il faut casser des trucs. D'ailleurs j'ai regardé... Enfin non, j'ai pas regardé, j'ai vu juste l'introduction de la vidéo de FMP The Mad. Donc comme il m'a fait 2-3 clins d'œil sur sa chaîne, j'en profite pour le saluer. Donc j'ai regardé juste son introduction, je sais donc que le scénario est de difficulté 10, qui en fait le scénario le plus difficile du jeu. J'ai pas encore regardé son analyse de cartes, comme moi j'ai préparé mon analyse de mon côté. Je vais attendre de voir... de finir mon analyse pour aller voir un petit peu ce que lui en dit. D'ailleurs c'est très intéressant parce que lui il a une approche différente de la mienne, c'est-à-dire que moi je prépare mes vidéos avec tout un tas de trucs que je pense sur les cartes, vous voyez, comme ça, et lui il va utiliser son expérience, le fait qu'il joue depuis 9 ans, moi malheureusement ça fait pas 9 ans que je joue, j'ai pas une connaissance encyclopédique des cartes comme il peut l'avoir, donc il faut que je prépare mes contenus. Donc là comme je vous l'ai dit, FMP nous a déjà montré que la difficulté était de niveau 10, donc ça va être terrible, donc comme souvent à la fin des campagnes il nous donne un double livret, de façon à ce qu'on puisse voir l'évolution de l'histoire. Donc difficulté 10, donc c'est la première fois dans le jeu qu'il y a difficulté 10, déjà lors du dernier pack il y avait difficulté 9, c'était la première fois. Après je pense que les scénarios de la saga, notamment les 2 derniers, il y en a un c'est la montagne du destin et la porte s'ouvre, les scénarios 17 et 18 du Seigneur des Anneaux sont vraiment excessivement durs. On ne peut pas y accorder des difficultés puisque le scénario La Porte s'ouvre, on est absolument obligé de le gagner, et que la Montagne du Destin, par contre, pour le gagner, c'est vraiment très dur, surtout qu'en campagne, la Montagne du Destin est beaucoup plus dure qu'en mode à part, puisque vous rajoutez une condition de défaite supplémentaire qui est un nombre de tours maximum que vous pouvez jouer, alors que quand vous prenez le scénario à part comme ça, vous n'avez pas ce nombre de tours qui est limité. Ok, donc château d'assaut, donc je sais pas du tout de quoi ça va parler. Alors les cartes, comme je vous le disais, moi j'ai préparé le contenu depuis pas plusieurs mois, parce qu'en fait quand j'ai vu le contenu, il n'y a aucune carte qui m'a complètement ravagé, du coup je me suis pas dit je vais commencer à faire des proxys pour tester ces cartes là et tout. Il y en a vraiment, en toute franchise, il n'y en a aucune où je me suis dit il faut vraiment que ce pack qui sorte, j'en ai trop envie, comme par exemple il pourrait y avoir pour les cartes Ant-Man, là il y a les cartes commandement Ant-Man qu'on attend, qui sont très fortes. Donc on va commencer par le dernier héros du jeu, c'est Aragorn. Aragorn, c'est la première fois qu'on voit Aragorn, c'est surprenant. Donc Aragorn quand même c'est sa 4e version, il y en a en commandement, en connaissance, en tactique, en énergie maintenant, c'est sa dernière version. Donc à chaque fois il a des traits qui sont un peu particuliers et des effets qui sont complètement particuliers. Donc toujours 12 de menace, ce qui est cohérent au moins. 2 de volonté, 3 en attaque, 2 en défense, 5 points de vie. Cette fois il a les traits Dunedain, Rôdeur et Éclaireur.
Je crois pas que ces autres versions aient le trait éclaireur. Il y en a, il était guerrier, il y en a, il était... je sais pas s'il y a d'autres versions. Le commandement, je sais plus ses traits, mais je crois qu'il est guerrier aussi. Bon, ça je ne sais pas. Il est toujours sentinelle, donc ça aussi c'est cohérent. Et son action, c'est d'incliner Aragorn pour choisir un lieu dans la zone de cheminement. Jusqu'à la fin de la phase, ce lieu perd X en menace, X étant égal à la volonté de Aragorn. Si cet effet réduit à 0 la menace du lieu, alors on place un marqueur de progression dessus. Donc ça c'est très intéressant, ça fait penser aux deux mécaniques d'Argalad et de Bilbon tactique. Donc le concept, eh ben, c'est simple, c'est vous pouvez incliner Aragorn pour diminuer la menace dans un lieu dans la zone de cheminement en espérant que sa menace soit suffisamment importante pour le tomber à 0 et ainsi commencer à l'explorer progressivement. Ce qui est relativement bien fait, c'est qu'il y a des très très gros lieux dans le jeu qui ont 6, 7 de menaces et qui vont avoir des effets pour voyager vers eux qui sont terribles, mais qui ont que très très peu de points d'exploration, ce qui rend les cartes scouts, donc éclaireurs en français, intéressantes. Après, moi, ce qui me dérange dans cette carte-là, c'est que quand vous avez un héros qui coûte 12, est-ce qu'on veut juste l'utiliser pour s'affranchir d'un lieu? Je sais pas bien quand même. Hein. Je sais pas bien. Donc, les effets positifs de cette carte, c'est que c'est Aragorn, donc il a accès à tout un tas d'armes très spécifiques et d'équipements très spécifiques à lui, puisque c'est le héros de la saga en quelque sorte, donc forcément il a la pierre de Celebrian qui va augmenter sa volonté, qui va vous permettre plus facilement de gérer ces lieux-là. La pierre de Celebrian, je crois qu'elle lui donne... elle lui donne la sphère énergie, donc elle n'aura pas d'intérêt supplémentaire, mais par contre vous avez toujours l'épée qui fut brisée, vous avez toujours Rohirrim, et le dernier attachement que j'oublie toujours, puisque normalement il y en a 4 pour lui filer toutes les sphères. Donc ça c'est l'intérêt. Vous pouvez aussi jouer avec Arwen, vous savez, l'Arwen énergie qui donne ses ressources à n'importe quel personnage qui soit Noldor ou à Aragorn, donc vous pouvez aussi le buffer par cet effet. Le seul problème, en fait, c'est que si jamais vous devez incliner Aragorn pour son effet, il faut ne pas l'envoyer en quête. Et c'est vrai que, quitte à ce qu'il ait beaucoup en volonté pour gérer plus facilement un lieu très élevé, on aimerait l'envoyer en quête. Donc toute la problématique, ça va être comment est-ce qu'on va faire pour redresser Aragorn ou qu'il ne s'engage pas pour aller en quête. Donc j'ai cherché 2-3 solutions, malheureusement j'en ai pas trouvé énormément. Les 3 solutions les plus satisfaisantes que j'ai trouvées, sans aller chercher des combos comme Ami des Elfes avec Lumière de Valinor, ou vous avez aussi l'anneau magique qui permet de se redresser en payant de la menace, vous avez Courage inattendu, vous avez le crame, vous avez même les bottes en cuir, là, mais je sais pas s'il faut aussi, je crois que c'est éclaireur le trait, je me rappelle plus le trait. Voilà, donc je pense que l'intérêt ce serait de l'engager en quête, de le redresser, et après d'utiliser son effet pour encore réduire la menace dans la zone de cheminement. Moi franchement, j'ai pas beaucoup joué de deck comme ça, basé sur les éclaireurs. Les lieux, à part le cycle 8 et le cycle 9, c'est vraiment pas ce qu'il y a de pire dans le jeu. Payer un héros si cher pour faire juste de l'exploration de lieux, ça me paraît être une dynamique un petit peu compliquée, quoi. Après, on a le bouclier poli. Poli. Ok, d'accord. Donc, c'est un attachement commandement. C'est une armure et un objet attaché à un héros noble seulement. Il y a marqué limité à 1 par héros. Et c'est restreint. Le héros attaché gagne plus 1 en défense et plus 2 en défense si votre niveau de menace est de 40. Donc, enfin, supérieur ou égal à 40, pardon. Donc, c'est intéressant, des attachements comme ça, on en avait dans pratiquement toutes les sphères. On avait la cape de l'Alorien, on avait le bouclier du Gondor, qui sont des attachements dont l'objet est à chaque fois de vous faire gagner de 1 votre défense, pardon, et dans des situations conditionnelles de vous faire gagner un 2e point de défense. Moi je trouve que c'est très très sympa, surtout que, bon, comme c'est restreint, ça veut dire que vous ne pourrez pas en mettre beaucoup, hein, ce qui est normal, hein, c'est toutes les armes et les armures du jeu qui sont restreintes.
Si vous mettez ça avec un bouclier du Gondor, vous pouvez augmenter jusqu'à plus 4 votre défense, c'est plutôt solide. Surtout qu'il faut quand même se rendre compte que dans le jeu, souvent les decks qui sont faits pour aller en combat, eh ben, ils gèrent pas trop bien leurs menaces, et on a souvent tendance à dépasser assez vite dans la partie les 40 de menaces, puisque le temps de se mettre en place, eh ben, on rate souvent les premières quêtes. Donc le 40 en menace, il est intéressant, notamment parce que en commandement, il y a des déclencheurs aussi vaillance, quoi. Donc quand vous jouez autour des déclencheurs vaillance, moi je pense bien évidemment au pilier des rois, ça va vous faire monter à 42 menaces en récupérant des bonus ce passage, et puis là vous gagnez directement 2 en défense. Ce qui est vraiment pas mal, parce que souvent quand on joue, ne serait-ce que Gondor, puisque je pense à l'archétype Gondor en ce moment qui est assez axé sur l'augmentation de menaces, eh ben, on va quand même essayer d'aller chercher en tactique le bouclier du Gondor pour avoir un héros qui défend avec plus 2 en défense. Et ben là, au moins, la solution, elle est dans la sphère commandement, donc vous avez déjà les bonnes solutions. Surtout que si jamais vous partez sur cette dynamique-là, vous avez toujours le guidé par la nécessité qui vous permet de redresser tous vos personnages si vous êtes en vaillance. Vous avez l'épée de vaillance qui est sortie lors du dernier pack, ou celui d'avant, je sais plus, qui fait exactement pareil, mais avec l'attaque. Le seul problème, c'est d'avoir des héros nobles, mais souvent, c'est vrai que quand on joue haut en menace, c'est des personnages assez flamboyants, et c'est souvent des héros nobles. Donc moi, j'ai trouvé que c'est une assez bonne carte, notamment pour les decks Dunedain, les decks Vaillance, parce que les Dunedain, par exemple, souvent, je pense à Martul. Martul, il défend à 3, ce qui est plutôt pas mal, mais il a que 3 points de vie. Quand on lui met un destrier bardé, on lui veut au moins un attachement qui lui rattache au moins 2 en défense. Donc jusqu'à présent, on jouait des avertissements des Dunedain, mais là, avec une seule carte, on pourrait gagner plus 2. C'est une option qui est très sympa. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Gagner 1 en défense, de toute façon, ça fait un avertissement des Dunedain. Et gagner 2 en défense en conditionnel, ça me paraît pas mal du tout. Après, alors en français, ça s'appelle Connaissance sur l'ennemi. Donc c'est un événement de commandement qui coûte 0, que vous ne pouvez jouer qu'en phase d'organisation, c'est une action. Choisissez un héros que vous contrôlez, ajoutez une ressource à sa réserve pour chaque ennemi engagé avec vous. Vous ne pouvez jouer qu'un exemplaire de connaissance sur l'ennemi à chaque tour. Donc ça c'est à la fois pas mal et à la fois regrettable. Le truc que je trouve le plus regrettable, c'est que c'est que pendant la phase d'organisation. C'est-à-dire que les ennemis, vous les engagez en phase d'engagement, vous combattez avec eux pendant toute la phase de combat, après il y a la phase de redressement, puis après il y a le tour suivant avec la phase de ressources et enfin la phase d'organisation. Donc ça veut dire que les ennemis que vous aurez engagés, il ne faut pas les tuer, il faut les garder donc pour un tour entier, donc restez engagé avec eux, sachant qu'il y a des ennemis qui engagés avec vous ont des effets qui sont terribles, notamment l'archerie. Il va falloir les réassumer une défense supplémentaire lors de la prochaine phase de combat. Donc c'est vraiment... Enfin, je comprends le délire, mais est-ce qu'on va vouloir mettre une carte qui fait des effets aussi faibles que ça va faire gagner que 1 ou 2 ressources, c'est rare qu'on soit engagé avec 3 ou 4 ennemis. Moi je reste dubitatif sur cette carte, le fait qu'il y ait marqué phase d'organisation, je trouve ça trop dommage, quoi. Après il y a tout intérêt dans les decks du Dunedain qui vont gagner plein d'attaques, de défense. Amartul qui vous fait pas piocher des cartes, mais il nous fait gagner des ressources en fonction du nombre d'ennemis où on est engagé avec eux. En général on essaie d'en garder au moins 2 engagés contre nous. Vous avez les attachements surclassés, danger de la forêt et tout, qui vous permet de garder plein d'ennemis engagés contre vous. Donc ça combattera avec toutes ces cartes-là. C'est juste que moi j'aurais aimé des effets plus violents que ça, pour juste gagner 1 ou 2 ressources, puisque les cartes qui nous font gagner du ressources, comme, je sais pas, serrons-nous la ceinture, il y a quoi d'autre ? Il y a la carte organiser les défenses là qui nous permet, c'est pendant la phase d'organisation je crois, on va récupérer un ennemi parmi les 5 premières cartes pour pouvoir jouer un allié avec les ressources en moins. Donc ça combote par contre assez bien avec cette carte là, puisque pendant la phase d'organisation vous aurez un ennemi de plus. Ça c'est des trucs qui sont sympas. Vous avez aussi toutes les capacités qui permettent d'engager les ennemis en dehors de la phase d'engagement ou de la phase de combat, qui vont servir.
Bon, c'est une carte, c'est intéressant. Moi, c'est le reproche que j'aurais pour tout ce pack, c'est que c'est des cartes qui sont intéressantes parce qu'elles vont rajouter du contenu à des trucs qui existaient déjà. Mais il n'y a aucune carte, vous allez voir, qui révolutionne énormément le jeu, à part une carte, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est obligé d'acheter le pack. Allez, l'allié suivant, c'est Aletz. Donc, Aletz, c'est un allié connaissance, il coûte 4. Hein. 4, c'est vraiment énorme, et en plus, il est unique. Il a 2 en volonté, 2 en attaque, 1 en défense, 3 points de vie. C'est un homme des bois éclaireur, ou peut-être elle. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Je ne sais pas. Sa réponse, c'est que quand Aletz obtient un succès de quête, on cherche un attachement parmi les 5 premières cartes de votre deck et on l'ajoute à votre main. Et ensuite, on mélange le deck de rencontre. Donc, 4 de ressources, moi je trouve que c'est excessivement cher pour... vous avez Aldir qui est à distance et sentinelle et qui a plus en défense pour le même prix. L'intérêt ça va être d'aller chercher les attachements. Donc moi dans un premier temps je me suis dit dans un deck attachement de lieu, puisque les hommes des bois c'est souvent des attachements de lieu, hein, comme Aldan, comment il s'appelle l'autre mince, son nom m'échappe. Le chasseur de la forêt noire. Le chasseur de la forêt noire qui coûte 4 aussi, et qui a l'avantage lui d'être réduit dans son coût en fonction du nombre d'attachements. Donc ça permet d'aller chercher des attachements de lieu si vous jouez homme des bois. Et après ça vous permet d'aller chercher des attachements tout court si jamais vous jouez avec beaucoup d'attachements pour équiper vos héros, pour équiper vos alliés. Ouais, moi je suis très limitatif parce que 2 en volonté, 2 en attaque, on pourra se servir qu'une seule de ces deux caractéristiques. Quand on l'aura déjà incliné en quête, de toute façon ce sera trop tard pour utiliser son attaque. Moi ça me paraît excessivement cher. Hein. Les alliés qui coûtent 4 en connaissance, on veut qu'ils aient des effets monstrueux. Moi je pense notamment à Firgal, hein, qui coûte 1 de plus, qui a 3 en volonté, qui va vous permettre d'aller scouter la première carte de votre deck en permanence, enfin du deck rencontre. Et en plus le fait qu'elle soit restreinte, c'est horrible hein, cette carte. Moi je suis pas du tout emballé par cette carte, et pourtant je joue homme des bois. Hein. Je joue homme des bois avec beaucoup de ressources, hein. Je vous renvoie à mon deck Aldan. Moi ça je sais même pas si je la jouerais dans un deck homme des bois. Savoir des hommes des bois. C'est un événement connaissance qui coûte 1. Une action, vous redressez X personnages hommes des bois que vous contrôlez, X étant le nombre de lieux avec des attachements joueurs. Le nombre de lieux avec des attachements joueurs. Alors je ne l'avais pas compris comme ça en anglais, hein. Moi je pensais que c'était le nombre d'attachements sur le lieu actif, mais pas du tout en fait. Donc en fait ça veut dire que ah ouais, c'est beaucoup plus mauvais que ce que je pensais quoi. Déjà, je la trouvais pas très bien cette carte, parce que des hommes des bois en fait il n'y en a pas beaucoup. Il y a Aldan, Aletz, vous allez avoir le fameux guerrier là de la forêt noire. C'est pas guerrier. J'ai dû le noter quelque part, c'est pas guerrier. Ça doit être le chasseur de la forêt noire, non? Qui s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est le chasseur de la forêt noire. Et après, vous avez Aletz, qui sont des alliés, je veux dire, ou des personnages hommes des bois qui seraient intéressants à redresser. Donc, premier problème, il n'y a pas beaucoup de cibles. Déjà, après Aldan, de base, il ne s'incline pas pour aller en quête. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le redresser, si ce n'est pour attaquer plusieurs fois dans le tour. En général, enfin je veux pas présumer, mais en général, quand on joue avec les attachements de lieu, il n'y a pas des milliards d'ennemis qui sont stackés, parce qu'on a d'autres solutions pour gérer les ennemis. Après, pour Alette et l'éclaireur de la forêt noire, ça me paraît excessif de jouer cette carte-là, surtout que c'est bien le nombre de lieux avec des attachements, donc ça veut dire qu'il faut plusieurs lieux dans la zone de cheminement. Ça arrive pas souvent, et en général, les attachements de lieu, quand on joue Homme des Bois, on veut les mettre sur le lieu actif pour qu'ils se déclenchent pratiquement tous en même temps, à part bien évidemment l'Almanach de l'Explorateur. Moi, c'est une carte que je trouve vraiment mauvaise, parce que d'une, elle marche que pour les Hommes des Bois, et que de deux, sur les Hommes des Bois qui existent, ça sert à rien. Donc moi, je pense que ça, c'est pas une très très bonne carte. Après, le lancier de l'Westfold, c'est un allié tactique qui coûte 3, il a 2 en volonté, 2 en attaque, 0 en défense et 2 points de vie. Il est Rohan guerrier, donc il a le fameux trait guerrier qui est vraiment c'est un bon trait dans ce jeu.
En réponse, quand le lancier de Westfold obtient un succès de quête, défaussez-le pour choisir un ennemi non unique dans la zone de cheminement à infliger 2 points de dégâts à l'ennemi choisi. Déjà, au niveau des stats, il faut quand même reconnaître que moi, il y a un seul allié tactique qui a ces stats-là, c'est Bofur. Et moi, Bofur, je le joue dans beaucoup de decks. Dans tous mes decks tactiques, la première chose que je fais, c'est je mets un Bofur. Parce que, à part Meneldor et Bofur, il y a très peu d'alliés qui vont vous offrir 2 en volonté, en fait. Et donc quand on joue tactique, c'est très sympa de pouvoir castagner, mais c'est sympa quand même d'avoir des options pour aller en quête. Donc je pense que déjà rien que pour ça c'est un bon allié, surtout que contrairement à Meneldor et Bofur, il n'est pas limité, donc vous pouvez en jouer autant que vous voulez. Après au passage, si vous faites un succès de quête et que vous en avez plusieurs, vous pouvez éventuellement le défausser. Surtout qu'avec la mécanique Rohan, vous pourrez peut-être le récupérer. Moi ce qui me gêne, c'est qu'il est très cher. Il est très cher, donc ça veut dire qu'il faudrait plus le jouer avec des événements qui le mettent en jeu, là, le fameux événement qui coûte 10, là, je me rappelle, enfin qui coûte 5 et vous piochez dans les 10 cartes, 3 alliés Rohan que vous mettez, ce genre de truc, quoi. Moi, je suis pas du tout familier de la dynamique Rohan, j'aime pas du tout ça, parce que je trouve qu'on pioche pas cette carte avec, hein, même quand on joue au Tyriel avec sa corps, là, corps de la marche. Ça marche, pour moi, ça marche pas du tout. C'est un archétype qui est lent. J'aime pas du tout ça. Parce que je suis un joueur solo. Hein, peut-être en multi, c'est fort. Mais en solo, mettre en place un deck Rohan, c'est que sur les decks moyens, quoi. Quand vous avez des scénarios de difficulté 10, vous croyez que vous avez le temps de le mettre en place, votre mécanique Rohan, moi, j'y crois pas du tout. Hein. Alors peut-être derrière, toujours pareil, avec une très bonne histoire, aller chercher dans le commandement pour bricoler des trucs. Mais il y a des trucs tellement plus violents qui sont à faire que de sacrifier toujours ces alliés-là... Bon, c'est une bonne carte en soi, je pense que c'est intéressant, je sais pas si je la jouerai beaucoup ou en beaucoup d'exemplaires, ça peut être sympa, ça fait des dégâts directs, quoi. Vous pouvez nettoyer dans la zone de cheminement, mais moi ce que je reproche toujours avec les dégâts directs, c'est que ça ne s'applique jamais aux héros non uniques, quoi. Enfin aux ennemis non uniques, et c'est ça qui nous intéresse dans ce jeu, c'est gérer les ennemis non uniques, ceux qui sont vraiment pénibles. Donc à part quelques très rares exceptions, je pense aux trolls, qui sont pas des ennemis uniques et que vous allez pouvoir gérer, mais ils ont trop de points de vie pour qu'un effet aussi faible ait un impact. Donc, c'est un effet sympa. C'est un effet... les stats sont bonnes. Moi, Bofur, je m'en sers absolument jamais pour l'incliner et utiliser son effet là qui permet d'aller chercher des attachements. Donc c'est sympa qu'en plus de pouvoir utiliser ces caractéristiques de ce personnage, on puisse avoir un effet en plus qui soit une réponse, donc il ne nécessite pas d'engager. Après Bofur il a 3 points de vie, hein, donc ça veut dire qu'il peut tanker un dégât d'archerie en plus. Et puis si on compare à Meneldor, il n'y a pas photo quoi. Hein. Meneldor il met 2 pions d'exploration en arrivant, 2 en partant, ça veut dire que quand on le sacrifie, on est presque content qu'il parte aussi. Meneldor il est 200 fois meilleur que lui, c'est pas le même effet, c'est pas le même objectif, donc en fonction de ce que vous jouez, vous faites pas la même chose avec cette carte, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a une monture tactique qui coûte 2 et ça s'appelle Pur Sang Infatigable. C'est une monture. Attachez cet personnage à un guerrier. Cet objet est restreint comme toutes les montures du jeu. Le personnage attaché gagne à distance et sentinelle. Donc cette carte, typiquement, bon, c'est important qu'elle y soit dans la collection, mais c'est super chiant de savoir qu'on avait 11 cartes qui nous étaient offertes avec le dernier paquet et qu'il y a une carte de ce type-là dedans, quoi. Moi, je joue rarement en multi, hein. J'ai dû jouer 4 ou 5 parties dans ma vie en multi. Putain, c'est trop chiant d'avoir une carte en multi, sachant qu'on va rien en faire. Il aurait fallu que ses compétences à distance et sentinelle, elles aient un impact sur le jeu en solo. Je comprends pas qu'il n'ait pas fait ça. Par exemple, à distance, à Marvel Champions, ça permet d'éviter les ripostes. Dans ce jeu, bon, il n'y a pas de riposte, mais ils auraient été sympas qu'ils disent, quand vous jouez en solo, par exemple, à distance, ça vous permet d'attaquer avant que votre ennemi n'attaque, quoi. Et là, le concept à distance, il aurait été génial. Ou le concept sentinelle, quand tu joues en solo, je sais pas moi, ça t'affranchit des cartes d'ombre, ou ça te permet, quand tu retires une mauvaise carte d'ombre, de la défausser, d'en prendre une deuxième, des choses comme ça. Là, l'effet à distance et sentinelle n'ont aucun impact en solo. Du coup, les mecs comme moi qui jouent que en solo, on va pas se servir de cette carte. Alors après, je suis quand même allé chercher, je me suis dit quel serait l'intérêt de gagner à distance ou sentinelle, sachant que vous avez déjà 2 cartes en commandement qui font ça, je me rappelle plus comment elles s'appellent,
Les attachements, bon là je le trouverai pas parce que c'est des cartes que je joue absolument jamais, donc je sais qu'elles existent mais je connais pas leur nom quoi. Donc j'ai quand même cherché quel serait l'intérêt à avoir un à distance ou sentinelle. Sachant que malheureusement il faut en plus être guerrier, hein, donc gagner à distance et sentinelle pour un mec qui est guerrier, le nombre de conditions en solo pour pouvoir jouer cette carte me paraît très très obscur. J'ai trouvé 4 cartes quand même. J'ai trouvé le casque, vous savez, avec les ailes de corbeau, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, qui diminue les points de dégâts, mais c'est un casque qui coûte 2, encore une fois, en dehors de jouer avec Bérégon, en général, on joue pas cette carte. Hein. Pareil, avec le destrier bardé, qui oblige à être sentinelle. Vous avez l'armure des Rébors, je sais plus ce qu'elle fait en plus, quand on est sentinelle, ou je crois qu'elle fait gagner sentinelle. Non, c'est pas armure des Rébors alors. Bon, c'est pas grave. Bon, et après, vous avez le Aubert qui vous fait gagner 1 en défense et 1 en point de vie si vous êtes sentinelle. Mais tout ça, ça me paraît tellement... vraiment, c'est une grosse déception. Cette carte... les cartes multi, pour moi, c'est nul déjà de base. Mais encore une fois, hein, je veux pas me froisser avec tous les mecs qui jouent en multi. Moi, j'aime pas ça. Carte suivante, c'est une carte énergie, c'est un allié qui s'appelle le Voyageur des Monts Brumeux. C'est un allié qui coûte 1, donc ça c'est vraiment direct, c'est très bon, peu importe ce qu'il fait. 2 en volonté, 0 en attaque, 0 en défense, 1 point de vie. Il est Dunedain et éclaireur, et vous ne pouvez pas jouer le Voyageur des Monts Brumeux de votre main, sauf si vous êtes engagé au combat avec un ennemi. Donc ça va clairement dans la même dynamique que l'allié tactique qui avait 2 en attaque qu'on a eu dans le pack juste avant. Il s'appelait le truc du Nord, Maître Archer du Nord ou Archer du Nord, un truc comme ça. Moi j'aime beaucoup ces cartes-là, tout simplement parce que mon deck Dunedain est basé sur Histoire de Tinuviel avec Círdan dedans, hein, je vous l'ai déjà présenté dans un Craft and Play. Donc j'ai déjà la sphère énergie. Alors le problème c'est que la sphère énergie, on a besoin de toutes les ressources, donc c'est un peu compliqué. Mais avoir un allié qui a 2 en volonté pour une ressource, moi je joue le réfugié Sylvain dans pratiquement tous mes decks. Tout simplement parce que on peut les sacrifier pour défendre. Ils ont 2 en volonté pour une ressource, donc c'est très facile à mettre en place et ça vous donne beaucoup de volonté très très rapidement. Ça, je pense que c'est une très bonne carte. La condition qui oblige à être engagé contre un ennemi, c'est compliqué à gérer, mais enfin, c'est vraiment pour moi un très bon allié. Ça, je vais le jouer, je pense, en 1 ou 2 exemplaires dans mon deck Círdan, et même dans beaucoup de decks. Après, c'est difficile quand vous jouez du Dunedain, parce que vous pouvez pas tout jouer, vous êtes obligé de jouer commandement ou tactique. Les deux, vous êtes obligé de les jouer, hein, parce que sinon il vous manque trop de cartes. Et du coup, vous n'avez plus qu'une seule sphère à jouer, c'est soit énergie, soit connaissance. Et les choix sont terribles dans les deux cas, parce que en connaissance, vous avez les pièges, vous avez les trucs pour piocher, en énergie, vous avez les contres, les trucs pour contrer les effets d'ombre. C'est vraiment terrible, hein, de pouvoir jouer que 3 alliés, enfin que 3 sphères dans un deck, c'est difficile. Alors la dernière carte événement énergie, ce sera un chemin désespéré. C'est un événement qui coûte 2. C'est une réponse après l'étape de renforcement. Défausser des cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez une traîtrise. Résolvez ces effets une fois révélés pour redresser chacun de vos personnages engagés dans la quête. Chacun de vos personnages engagés dans la quête gagne +1 en volonté jusqu'à la fin de la phase. Cette carte, elle est... ça me paraît à la fois extrêmement fort et extrêmement mauvais, quoi. C'est ultra circonstanciel, c'est-à-dire vous allez mettre cette carte dans votre deck, vous allez la garder dans votre main, comme tous les événements, et vous allez vous dire j'attends le moment désespéré de la mort de tout, quoi, pour la jouer, quoi. Alors ce qui est sympa, c'est que ça joue après l'étape de renforcement, donc ça veut dire qu'on sait la carte qui arrive. Donc s'il se passe rien, ou si vous gérez complètement la situation, ou si vous êtes complètement désespéré, puisque c'est un peu ça, hein, vous voyez que vous avez clairement perdu la game, vous pouvez tenter cette carte en plus. Ça vous permet de résoudre un effet révélé. Le problème, c'est que c'est la mécanique de la carte elle-même. C'est que quand vous défaussez des cartes du deck rencontre, vous résolvez l'effet une fois révélé. Mais du coup, vous ne révélez pas la carte. Et du coup, je ne sais pas si c'est le cas pour tester la volonté. J'ai vérifié uniquement pour l'événement Le Maître Anneau.
C'est le maître anneau qui s'appelle l'événement neutre. Même le frontalier semi-homme, il faudrait que j'aille vérifier tout ça. Si le frontalier semi-homme et tester sa volonté, ça marche. Parce que le problème, en fait, c'est que par exemple, avec le maître anneau, l'événement le maître anneau, c'est vous pouvez contrer l'effet révélé d'une carte tout juste révélée. Mais là, vous n'allez pas révéler la carte. Vous défaussez des cartes et vous résolvez l'effet une fois révélé. D'une carte qui est dans la défausse. C'est pas une carte qui a été révélée. Du coup, par exemple, le maître anneau, ça marche pas. Alors je me demande si tester sa volonté frontalier semi-homme, ça marche aussi. Donc l'effet, il est très très fort, mais on peut pas se dire, de toute façon, si l'effet il est trop dur, je pourrais le contrer avec d'autres cartes. Parce que, à mon avis, ça va pas marcher. Donc il faut vraiment attendre d'être désespéré pour pouvoir mettre ces cartes. Moi, en général, dans mes decks, je mets pas des cartes pour faire face à des solutions désespérées. Quand une partie, de toute façon, elle sent le chocolat, c'est très très rare qu'on arrive à remonter la pente. Moi, je préfère mettre des cartes qui nous font gagner les parties plutôt que des cartes qui nous évitent de perdre les parties. Donc moi, cette carte-là, je pense pas la jouer dans un premier temps. Peut-être avec le temps, je trouverai son intérêt, mais pour l'instant, j'en trouve pas beaucoup. Après, c'est vrai que c'est très fort. Hein. Une fois que tu as résolu l'étape de renforcement, pouvoir redresser tout le monde et gagner plus en volonté, ça permet de faire un très gros succès de quête. Ça permet d'avoir tout le monde frais et dispo pour tout le reste du tour. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Je me demande si dans justement dans la montagne du destin, le 18e scénario de la saga, ça c'est pas fort. Parce que entre l'étape de quête et l'étape de résolution de la quête, il y a l'étape de renforcement, et souvent c'est là où on vous demande de faire les tests force d'âme. Donc ça veut dire que vous avez tous vos personnages qui sont redressés pour les tests force d'âme, ce qui est vraiment pas mauvais. Hein. À voir, mais trop circonstanciel de toute façon pour être intégré de façon générique. Alors après, c'est la fameuse carte du paquet. Celle-là, c'est le caviar du paquet, tout simplement parce que les combos sont très importantes. Je sais même pas si je vais vous l'expliquer maintenant. Je vais d'abord faire la dernière carte du paquet. Ah, ils ont enfin mis les contrats avec les cartes joueurs. Ils ont compris que les cartes, c'était des cartes joueurs, les contrats. Il y a deux faces? Non, il n'y a qu'une seule face. Alors, lien d'amitié. Votre deck doit contenir exactement 50 cartes joueurs et inclure exactement 10 cartes de chacune des 4 sphères, commandement, connaissance, énergie et tactique. Vous ne pouvez pas inclure plus de 2 exemplaires d'une carte par titre dans votre deck. Quand vous choisissez vos héros de départ, vous pouvez choisir 4 héros à la place de 3. Chacun de vos héros doit appartenir à une sphère différente. Donc, je me suis demandé quoi faire de cette carte. Parce que le problème, c'est que quand on prend 3 héros, on est souvent entre 20 et 35 de menaces. 20, je peux aller jusqu'à 40 si vraiment vous êtes ultra gourmand. Quand on prend 4 héros, ça veut dire qu'on va être très haut en menace. Pour faire face, du coup, il faut trouver plein de cartes dans le jeu qui vont nous réduire notre menace, qui vont gérer les ennemis, et ainsi de suite. Mais là, le fait qu'on puisse les jouer que par 2, on en avait déjà parlé avec le Conseil des Sages, ce contrat qui nous obligeait à jouer les cartes que par 1. Quand tu joues les cartes par 2, statistiquement, c'est difficile de les piocher, quoi, hein. C'est pour ça que c'est très important de jouer les cartes par 3, parce que on va saturer les statistiques pour tirer ces cartes-là. Donc moi j'aime pas du tout la façon dont est écrit cette carte. Après c'est très sympa, hein, jouer exactement 10 cartes de chacune des 4 sphères. Ça veut dire que vous avez un deck super équilibré avec 10 cartes commandement, 10 cartes connaissance, 10 cartes énergie, 10 cartes tactique et 10 cartes neutres. Puisqu'on ne doit pas, on ne peut même pas avoir plus de 10 cartes. Donc c'est sympa. C'est sympa. Sur le dessin on voit les 4 hobbits bien sûr. Donc moi je me suis demandé bien évidemment si on pouvait jouer les 4 hobbits en essayant d'esquiver les conditions sur les sphères. Et on peut jouer Sam, puisqu'il est commandement, il coûte 8. Frodon en énergie, il coûte 7. Merry, c'est en tactique, je crois. Ouais, c'est ça. C'est en tactique, il coûte 6. Et Pipin, il coûte 6 aussi. Donc ça vous fait une menace à... ça fait 27, c'est ça? 27, mais il ne faut pas oublier que Pipin, il perd 1 en menace pour chaque personnage hobbit que vous avez en jeu, donc ça fait qu'il prend moins 4 en menace, et ça vous fait un deck à 4 héros, avec seulement 23 de menace.
Donc 23 de menaces pour 4 héros Hobbit qui sont aussi forts que Merry, Frodon, Sam et Pipin. C'est pas mal du tout. Surtout qu'au passage, Merry, je vous rappelle, hein, il a 1 en attaque pour chaque héros Hobbit que vous avez, donc il a 4 en attaque. Ce qui en fait un des héros les plus puissants du jeu, juste derrière Saruman et Beorn, bien sûr, hein, le boss ultime du jeu. Donc, bon, juste pour le délire, hein, beaucoup d'entre nous ont déjà cherché à jouer au Hobbit, donc c'est très sympa. Si on passe au peuple de la comté ou à toutes les cartes pipe, les cartes basées sur les Hobbits qui vous font diminuer la menace, bah, n'oubliez pas que vous pourriez en jouer que 2, hein, donc ça va être un petit peu plus compliqué pour réduire votre menace. Mais comme vous avez accès à toutes les sphères et à toutes les combos, vous pouvez très bien mettre 2 Gandalf, 2 attaques furtives pour baisser votre menace et jouer 4 fois Gandalf. Parce que l'intérêt quand même d'avoir 4 héros dans son deck, ça veut dire qu'on a 4 ressources par tour aussi. Hein. Ça me paraît pas mal du tout, mais le problème c'est que c'est tellement ciblé que je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup d'autres choses. J'en parlais juste avant, j'avais un regret de ne pas pouvoir jouer les Dunedain, peut-être essayer de faire un deck Dunedain avec 4 héros. On commence, je sais pas, à 45 ou 46 de menaces, on est bien quoi, on est costaud. Ouais, il y a peut-être des trucs à faire. Moi, j'ai pas forcément envie de fabriquer un deck avec cette carte-là, mais l'essayer dans le temps, c'est sympa qu'elle soit dans la collection, puisque d'ici 1 an ou 2, je pense que j'aurais très envie d'essayer de faire un deck dessus. Là, pour l'instant, c'est pas mon délire du moment, mais j'aime bien cette idée des 4 Hobbits, c'est très fluff, ça marche bien. Pour 23 de menaces, je trouve que 4 Hobbits, c'est pas cher payé, j'aime bien ça. Allez, on passe à la dernière carte, c'est le Sorongil, ou Torongil, je ne sais pas comment on dit en français. C'est un attachement neutre qui coûte 3 et qui est unique. Vous pouvez attacher cette carte à un héros qui est non-pipe, non-communauté, donc ça veut dire toujours pas les personnages de la saga, hein, des 2 sagas d'ailleurs. Quand vous attachez Torongil à un héros, vous cherchez une version différente, non-communauté et non-pipe de ce héros dans votre collection et vous allez lui attacher et attachez-le à Torongil. Tant que Torongil est en jeu, le héros attaché gagne le texte de jeu et l'icône de ressources de la carte héros attaché. Si Torongil quitte le jeu, retirez de la partie la carte héros qui lui est attachée. Donc au début, on dit waouh, ça va être terrible, on peut faire des combos de dingo. Et en fait, si jamais on regarde exhaustivement ce qu'on peut faire avec, ça nécessite d'avoir un héros qui possède une autre version héros dans votre collection, qui ne soit pas pipe et pas communauté, pour lui attacher à la fois la boîte de texte et la sphère. Donc il aura 2 boîtes de texte et 2 sphères en quelque sorte. Donc bien évidemment, bon, bah, c'est vendu avec Aragorn. Hein. Aragorn, il existe 4 versions d'Aragorn. Avec Torongil, et bah, vous avez vraiment un Aragorn double, quoi. Donc quand on pense à Aragorn, de toute façon, peu importe sa sphère, avec Torongil, vous pouvez lui attacher la version connaissance. Et du coup, vous avez le trait du rôdeur, là. Donc ça veut dire que vous revenez à votre menace initiale. Donc ça fait comme un gros salutation des Galadrim, que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Enfin, que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Je ne sais plus si c'est en phase de redressement ou si en phase d'organisation. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas l'utiliser vraiment quand on veut. Mais bon, vous avez payé et c'est en jeu. Voilà. Donc de base, de toute façon, il y a Aragorn. Vous pouvez utiliser Torongil pour Aragorn. Utiliser son effet commandement pour le redresser même quand vous êtes en énergie. Ses ressources sont des ressources neutres, donc vous pouvez toujours le faire. Après, moi, j'ai fait une liste ultra exhaustive hein, de ce qu'on pouvait faire. Je ne sais pas si je vais tous vous les dire. Je vais juste en balayer 2-3. D'ailleurs, il y a un problème avec Beorn, comme d'habitude. Hein, mais moi, c'est parce que vous me connaissez, je suis torturé. Donc pourquoi déjà, la première question c'est pourquoi virer les événements saga et Pipe, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'on allait faire? Les versions de Bilbon de la saga, ils sont nuls à chier. Les versions d'Aragorn, elles sont moins puissantes que celles qui existent déjà. Donc il n'y a aucun intérêt à nous interdire les héros Pipe ou connaissance. Je ne sais pas de quoi ils avaient peur en faisant ça. La seule version que je trouve sympa de toutes les versions Pipe et de toutes les versions connaissance, c'est la version d'Aragorn qui dit que dès qu'il a un artefact, il ne s'engage pas pour aller en quête.
Je pense que c'est la plus puissante de toutes. Et il y a peut-être aussi la dernière version de Frodon, là, celle où il gagne des ressources en plus, ou je sais plus qu'est-ce qu'il fait, où il donne une ressource à un autre personnage, je me rappelle plus. C'est peut-être les deux seules versions des héros pipe et communauté qui sont forts, mais de toute façon, pour payer 3, il faut des effets beaucoup plus forts que ça. Hein. Donc, moi, ça me paraît inutile d'avoir marqué, comme la dernière fois où ils ont marqué non pipe, non communauté, ça ne sert à rien. Je comprends pas pourquoi vous avez rajouté 4 lignes de texte sur une carte où il y a 9 lignes de texte, il y a 4 lignes de texte qui servent à rien du tout. Bon, après, moi, au début, je me suis interrogé, j'ai regardé, il y a Frodon, il y a Bilbon, il y a Aragorn, c'est les quelques héros qu'on a en plusieurs exemplaires, il y a peut-être Elfhelm ou Théoden, qui ont des effets doubles. Des Arwen, je crois qu'on en a qu'une, par contre, il y a Glorfindel ou Denethor, mais bon, c'est des effets, on n'a pas du tout envie de les cloner en double. Hein. Donc, cette carte, pour moi, elle n'a pas de gros intérêt, elle ne sert pas à grand-chose, sauf si on a acheté le paquet juste avant. Et si on a acheté le paquet juste avant, alors là, par contre, tout est changé. Hein. Parce que vous avez le contrat, le messager des rois, qui vous permet de jouer un allié unique, non neutre, et de le mettre en héros. Et à partir du moment où vous avez cet allié unique, non neutre, qui est un héros, comme il existe nécessairement des versions héros de ces alliés uniques non neutres, et ben vous pouvez leur récupérer leur boîte de texte. Et alors là, par contre, là c'est festival. Hein. Vous avez des Arwen qui fait des petits effets, hein, mais ça vous permet d'avoir l'allié Arwen pour seulement 4 ou 5 de menaces, qui va avoir l'effet du héros Arwen, donc de donner des ressources à Aragorn ou à n'importe qui, tout en donnant son bonus de défense. Ça, c'est excessivement fort. Bah, du coup, je tombe directement sur Beorn, puisque moi, je les ai fait par ordre alphabétique. Hein. Voilà, Beorn, on arrive dans une des stupidités incroyables du jeu, c'est que pour avoir droit de rejouer Beorn quand il est mort, on a droit de lui jouer Chance ou Destin ou Landreval, grâce à la FAQ qui dit que quand il est en dehors du jeu, de la zone de jeu, c'est-à-dire dans la défausse ou carrément en dehors du jeu, il perd son effet de sa boîte de texte. Mais du coup, ça veut dire que vous pouvez le choisir. Vous prenez par exemple Beorn Allié, qui a des statistiques complètement monstrueuses. Vous allez le payer genre 13 en menace. Ok. Mais qu'est-ce qui vous empêche du coup de prendre le Torongil, là, le Torongil, et de cibler le héros Beorn, puisqu'il n'est pas dans le jeu, il n'a pas sa boîte de texte qui l'immunise aux cartes joueurs. Vous voyez, ça c'est le genre d'aberration. Puisqu'on l'a autorisé pour l'Androval et Chance au Destin, du coup, comment ça marche avec Torongil, le Beorn héros. Et le problème, c'est que ça ouvre une porte dangereuse, parce que si jamais vous pouvez jouer Torongil sur le héros Beorn, bah à ce moment-là, vous avez un allié, l'allié Beorn, qui est devenu héros grâce au messager des rois, qui peut défendre sans s'incliner, qui a 3 en défense et 6 points de vie, quoi. Moi, ça me paraît un gros problème. Bon, de toute façon, par défaut, moi, je vous avoue que j'ai jamais joué Beorn, je l'ai jamais, comment on dit, réanimé, puisque je trouve que ça ouvre des portes trop lointaines au jeu, quoi. Ça ouvre des portes. Je veux bien comprendre que des cartes, parce que si jamais une carte, quand elle est dans sa défausse, elle perd toute sa boîte de texte, comment on joue Lumière de Valinor et Seigneur de l'Eldar? Donc, c'est complètement stupide. C'est le cas où les FAQ font n'importe quoi pour moi. C'est bon, j'avais le même problème à Warhammer 40 000, hein, c'est qu'il y a des mecs qui ils font des FAQ et du coup après ils font n'importe quoi avec le jeu. Ça m'a carrément fait arrêter 40 000, hein, tellement on arrive à des situations où tu as des mecs qui jouent 53 araignées spectrales parce que il y a une FAQ qui rend l'unité complètement incroyable. Bon, enfin, ça c'était la parenthèse, je me suis complètement perdu, excusez-moi. Je reviens à mon texte, j'ai préparé. Donc après on a Bilbon Allié, qui a très faible menace, hein, puisqu'il coûte que 4 en menace, qui va vous permettre, si vous lui donnez par exemple sa version connaissance, de piocher 2 cartes par tour. J'estime que piocher 2 cartes par tour pour 3 ressources, c'est pas si mauvais que ça. Ou sinon lui donner sa version tactique, puisque de toute façon le Bilbon Allié, vous allez l'envoyer tous les tours en quête. C'est super sympa de lui donner la version tactique qui fait qu'au passage, quand vous l'envoyez une quête, vous choisissez un ennemi, vous réduisez vous augmentez la volonté de Bilbon Allié, du coup, de la menace d'un ennemi. Donc ça c'est très fort. Vous avez le Béréon tactique, qui n'a malheureusement pas beaucoup d'intérêt. Vous pouvez lui donner sa version énergie pour réduire sa menace à chaque fois qu'il défend, une fois par tour, c'est pas mal. Si vous choisissez de prendre l'allié Elfhelm, vous pouvez quand même choisir une des 2 versions héros de Elfhelm. Alors il y en a une, c'est sur les montures, la deuxième, je ne me rappelle jamais ce qu'il fait, puisque je crois que je ne l'ai jamais joué. La deuxième version de Elfhelm, c'est quoi
Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus. Il y a une version... La version énergie, c'est pour éviter d'augmenter la menace quand il y a des effets de jeu qui vous font augmenter la menace. Il me semblait qu'il y avait un LFM tactique, mais non, bon, là, c'est pas super grave. Mais sachez que vous avez cette combo-là. Après, vous avez le Galdor des Havres, sa version soit héros, soit allié, en fonction de ce que vous donnez, vous jouez. C'est très sympa aussi de récupérer l'autre boîte de texte, soit pour pouvoir récupérer des cartes à chaque fois que vous en défaussez, pour la version alliée. Ah ben non, on n'a pas le droit de le faire puisque c'est un allié. Là, il faut clairement que ce soit un héros. Donc il faut automatiquement vous jouiez Galdor des Havres en allié, ce qui peut être très sympa avec un deck Noldor, et avec Torongil, vous récupérez la boîte de texte de sa version héros pour piocher 6 cartes de plus quand votre main est vide. Vous avez Legolas, aussi bien, moi l'allié je le trouve génial parce qu'il permet de piocher des cartes, vous pouvez du coup récupérer une des deux boîtes de texte de sa version énergie ou tactique qui vous permet soit de placer des marqueurs de progression sur les lieux actifs, ou sur la quête s'il n'y a pas de lieu actif, et sinon vous avez sa version énergie qui vous permet de redresser un autre héros quand il s'engage en quête. Alors après c'est problématique parce qu'avec la version héros de Legolas, avec la version alliée de Legolas, est-ce qu'on va vouloir partir en quête? Ça je sais pas trop. Mais sachez que vous pouvez le faire. Après, moi c'est vraiment les seuls cas où j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien le Torongil. Ah non, il y en a une que j'ai gardée pour la fin, c'est Eladan et Elrohir. Parce que Eladan et Elrohir, grâce au messager des rois, vous pouvez jouer les combos dans le sens que vous voulez en fonction des versions tactique, énergie, commandement et il y en a en connaissance. Oui, il y a le Eladan connaissance qui est allié. Et bien en fait, quand vous jouez les versions alliées des personnages, si jamais vous avez l'autre héros qui est sur la table, il gagne plus 2 en défense, plus 2 en attaque. Mais si jamais vous leur allouez la boîte de texte du héros, vous gagnez une deuxième fois la boîte de texte où il y a marqué qu'il gagne plus 2 en attaque si l'autre version est là. Donc typiquement, vous prenez un Eladan allié, vous jouez Elrohir à côté, et bien Eladan, avec Torongil, il a plus 4 en attaque, il attaque à 5. En plus, il va se redresser à chaque fois que vous allez engager un ennemi orc, alors une seule fois par tour je crois, mais surtout à chaque fois qu'il attaque, vous allez pouvoir le redresser. Alors n'oubliez pas qu'avec Messager des Rois, le redressement est limité à une fois par phase. Hein. Une fois par phase, ça veut dire que vous allez pouvoir le redresser pendant la phase d'engagement, le moment où vous engagez les ennemis, puisque dans ce jeu c'est une phase. Et après, pendant la phase de combat, au moment où il attaque, vous pouvez payer une ressource pour le redresser une nouvelle fois. Mais comme cet événement n'est pas restreint, et que le contrat Messager des Rois n'est pas restreint non plus, et ben ça veut dire que votre Eladan qui a déjà 5 attaques et qui se redresse déjà 2 fois par tour, vous pouvez en plus lui allouer 2 attachements restreints, genre une lame de Foncombe pour faire moins 2 en défense, ou un truc qui fasse gagner plus 1 ou plus 2 en attaque. Vous allez avoir un héros qui peut attaquer 3 fois, avec 5 en attaque, moins 2 en défense, peut-être 6 ou 7 en attaque, moins 2 en défense, ou même mettre un destrier du Rouen. Alors je ne sais pas si on a droit de le mettre, parce qu'il me semble qu'il faut être tactique. Mais enfin, vous pouvez très bien trouver des solutions pour le redresser. Ah non, redresser on n'a pas le droit, puisqu'avec le Messager des Rois c'est interdit. Mais enfin, la base de la combo me semble déjà très intéressante. Moi, je préfère la version Elrohir parce que j'aime bien défendre dans ce jeu. Mais Elrohir, mine de rien, même dans un deck nu dedans, hein, quand vous allez pouvoir redresser ce personnage 2 fois de base, ça me paraît vraiment pas mal. Donc cette carte, elle ouvre, comme le Messager des Rois, la potentialité à des options de construction qui sont énormes. Vraiment énormes. Voilà, donc là, c'est les dernières cartes du jeu, donc hein, c'est fini, il n'y a plus d'autres cartes. Donc, c'est la fin, quoi. C'est la fin, donc je sais pas si on peut se spoiler. Les cartes sont, comme d'habitude, d'un thème plutôt joli. Il y a des ennemis qui sont vraiment très nerveux, puisque là, on voit un troll. Hein. Ah bah du coup, avec le troll, vous pourrez utiliser le lancier du Rouen pour infliger 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts, c'est bien, mais le troll, il a 9 points de vie. Et après, contre le Tandulcor, vous pourrez infliger 2 points de dégâts, c'est bien, mais... Ah bah non, vous pourrez même pas, puisqu'il est unique. Est-ce que les lieux sont terribles? Voilà, les lieux, par exemple, lui, il a 6 pour être exploré. Donc, va utiliser ton Aragorn sur ce lieu-là. Hein. Voilà, celui-là, il a 4, celui-là, il a 4, celui-là, il a 5. Donc, Aragorn, moi, je pense qu'il est nul. Hein. On verra. Ah, il y a l'air d'avoir des... Ah non, une seule quête annexe.
Ça, c'est des étapes de quête. Ok, bon. De toute façon, le scénario est des difficultés 10, hein, donc je suppose que ça va être terrible. Oh, bah je jette les cartes carrément. Ok. Ok, bon, bah comme d'habitude, je pense que ce pack vaut le coup d'être acheté, hein, puisque c'est des cartes qui vont étoffer, compléter une collection, la terminer peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez... parce que moi, il me manque encore tout ce qui ne va pas être édité en français, c'est-à-dire certains scénarios américains qui ne seront pas traduits. Et il me manque aussi tous les trucs en cauchemar au-delà du cycle 3, puisqu'on a eu que la Deluxe du cycle 4 en cauchemar, mais j'ai pas tous les autres scénars. Donc pour compléter ma collection, il me faut encore acheter tout ça, moi, et donc sur le site américain automatiquement. Mais déjà, au niveau des cartes joueurs, j'ai toutes les cartes, donc c'est important, je pense, d'avoir toutes les cartes pour pouvoir faire toutes les combinaisons qu'on veut. Et puis même si le jeu arrête ses parutions de cartes, hein, je sais qu'on est nombreux à toujours attendre d'avoir des nouvelles cartes pour relancer notre dynamique sur un jeu. Mais moi j'aime bien avoir les jeux au complet, hein. J'avais fait pareil pour Netrunner, j'avais toutes les cartes de la collection. Même si on joue beaucoup moins que quand il y avait des sorties régulières, le jeu on l'a, il est dans notre bibliothèque ludique à n'importe quel moment. Si on trouve quelqu'un de motivé pour jouer, on peut ressortir ce jeu et avoir une expérience de jeu vraiment très riche avec toutes ces expériences de scénarios différents et tout. Donc moi je pense qu'il faut l'acheter, mais bon après moi je suis un collectionneur donc j'achète tout inévitablement. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte? L'influence du Seigneur des Ténèbres. Elle est magnifique cette carte. C'est trop beau. Ah bah il y en a deux. Comme ça elle est 2 fois plus belle. Bon allez, je vous laisse là, c'est Exiliox dans cette dernière revue de cartes pour le Seigneur des Anneaux, la forteresse de Nurn. Écoutez, on se revoit bientôt je pense, il y a beaucoup de sorties Marvel. Je sais pas si je vais faire du Super Fantasy Brawl, puisque je vais bientôt recevoir mon pledge, mais je sais pas si j'arriverai à tourner des vidéos dessus, donc on verra ce qu'on fait pour la suite. Je pense et j'espère avoir le temps de continuer à vous faire quelques scénarios, finir la saga, finir le cycle 3 que j'avais commencé. Là, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis en déménagement, donc c'est vraiment galère d'avoir le temps de tourner, d'avoir la place de tourner. Et en plus, j'ai pas accès à mes cartes du Seigneur des Anneaux, donc c'est vraiment galère de jouer en ce moment. Mais enfin, peut-être qu'on se revoit dans pas longtemps pour continuer notre aventure dans le Seigneur des Anneaux. Allez, à bientôt!